Ça, c'en est une très importante, le basilic. C'est probablement la fine herbe ou l'herbe aromatique la plus populaire, celle qui se vend le plus en centre jardin et qui est la plus cultivée dans les potagers. Avec raison, c'est vraiment une plante qui est très intéressante, très versatile dans la cuisine. Donc, aime les sols fertiles et humides. C'est la plus exigeante, pour ne pas dire la plus capricieuse des herbes aromatiques. Très sensible au froid. Donc, quand on disait pour le potager, on ne met pas tous les légumes en même temps. Les derniers légumes qu'on va mettre au potager, les concombres, les melons, à la limite même les tomates, les aubergines, c'est début juin. Et normalement, c'est le moment où on va mettre le basilic au potager. Donc, à peu près en même temps que les tomates, dans le fond. On doit arroser, fertiliser et quand je dis tailler régulièrement, si vous avez du basilic dans votre jardin, c'est le fun, c'est beau, c'est productif, ça goûte bon, mais il faut tailler ça à toutes les semaines. La plante, elle veut vraiment monter en fleurs et en graines, donc il faut vraiment l'empêcher en pinçant. Et ce qu'on va faire souvent, en pinçant au-dessus d'un nœud, on va enlever les fleurs et la plante va faire des nouvelles pousses, 2 nouvelles pousses. Et si on pince les 2 nouvelles pousses, ça va en faire 4. Donc, je l'ai déjà dit un petit peu plus tôt dans le cours, mais c'est des plantes qui ont tendance à se développer beaucoup. Et un plant de basilic, même souvent, on voit ça à peu près cette hauteur-là, mais ça peut monter facilement à 1 mètre, 1 mètre et demi pratiquement, et devenir un arbuste quand les conditions sont très très bonnes et qu'on le pince régulièrement. Et qu'on ne cueille que le haut du plant, évidemment. Si vous cueillez un peu plus, il va évidemment rester plus petit. Le goût dépend surtout de la variété. Il y a beaucoup de variétés dans le basilic. Ça dépend aussi du type de sol, du climat et du moment de la récolte. La couleur du feuillage, la dimension varie beaucoup d'un basilic à l'autre. Donc, j'ai mis les 6 grandes catégories de basilic et dans chacune des catégories, il y a différentes variétés. Donc, basilic de Gênes, celui qu'on connaît beaucoup, le basilic à grandes feuilles, qui goûte le citron, la menthe, la cannelle et la réglisse, qui est évidemment très goûteux. Le basilic à feuilles de laitue. Le basilic taille aussi, quand même relativement populaire, qui a un petit goût un petit peu plus anisé. Le basilic citron, le basilic nain. Et le basilic décoratif, qui est très beau dans les plates-bandes, le basilic mauve, mais qui n'est pas très, très goûteux. La menthe, ça aussi c'est une bébête en soi, famille des lamiacées, plante facile à bouturer et à diviser. La menthe, c'est comme pas tuable. Donc, vous prenez quelques bouts de menthe. C'est même pas nécessaire de l'acheter en centre de jardin. Si vous connaissez quelqu'un qui a un plant de menthe à la maison, vous prenez une petite bouture, mettez ça dans un Kleenex humide, vous mettez ça dans un pot, puis ça va repartir tout seul. Donc, c'est très envahissant. On doit la contrôler avec un obstacle physique. On pourrait mettre une bâche dans le sol ou des obstacles, un peu comme on faisait pour on va faire pour le framboisier. Donc, il faut vraiment contenir la menthe parce qu'elle envahit beaucoup. Et même si vous la mettez avec un pot dans le sol, idéalement un pot qui n'a pas de trou, et votre pot, laissez les rebords un petit peu ressortis parce que si elle sort du pot, puis que les parties aériennes touchent le sol, elle est capable de se réenraciner et se mettre à se développer et envahir le jardin. Donc, des gens qui ont mis de la menthe dans leur jardin, dans leur potager, comme n'importe quelle autre plante, qui sont pris avec ça pendant des années, essayer de s'en débarrasser parce que ça ne veut pas mourir. Donc, on peut aussi l'enterrer avec le pot, comme je l'ai dit. Il existe plus de 70 espèces de menthe, menthe verte, menthe poivrée, menthe odorante. Ce n'est pas nécessairement une bonne idée de mettre plusieurs variétés de menthe dans un même pot parce que généralement, elles vont se compétitionner. Si vous mettez de la menthe verte et de la menthe poivrée va finir par prendre toute la place et vous n'aurez pas de menthe verte. Donc, si vous voulez cultiver plusieurs variétés de menthe, vous êtes mieux de les mettre chacune dans leur pot. C'est une plante évidemment à vertu digestive. Hein? C'est de la crème de menthe, de la gomme à l'amande, de la pâte à dents. C'est pas pour rien qu'ils mettent les goûts de menthe. Ça a vraiment une valeur digestive et c'est une plante évidemment médicinale. Donc, très intéressant. Là, souvent, les gens sont très hésitants à cultiver de la menthe parce que c'est envahissant, mais si vous êtes capable de la contrôler, c'est une bonne bête. Nous, ici à la maison, on a une section avec juste de la menthe verte et on en cueille régulièrement l'été. On en met dans de l'eau fraîche avec de la glace pour faire de l'eau à la menthe. On fait évidemment des moritos, puis on l'utilise dans quelques autres situations aussi, dans des recettes, des fois même dans des salades, un petit peu de feuilles de menthe, ça donne un petit goût frais. Donc c'est une plante qui est vraiment très intéressante. Il ne faudrait pas la mettre de côté simplement à cause de son défaut d'être très envahissante. L'origan, bonne bête ça aussi, famille des lamiacées, un peu comme la menthe, c'est un peu envahissant, mais beaucoup moins que la menthe, ça se contrôle beaucoup mieux, et c'est aussi une plante à part plutôt rampant. Donc son odeur et son goût se rapprochent de ceux de la menthe et du basilic, je dirais c'est pratiquement entre les deux. Plus c'est exposé au soleil, l'origan, plus ça va avoir de goût, et ça aussi c'est une fine herbe qui est très versatile dans la cuisine. L'origan, on met ça dans plein de choses, la cuisine italienne, la cuisine grecque, la cuisine portugaise. C'est très bon. C'est ce qui donne le goût italien aux sauces à spaghetti ou à la pizza. Donc, plutôt envahissant, mais moins que la menthe. Part rampant. On peut diviser tous les 3 ans. Effectivement, c'est facile à diviser. Ça pousse quand même très bien, l'origan. Très utilisé, comme je disais tantôt, dans
certains types de cuisine et ça a des propriétés anti-inflammatoires et antiseptiques très puissantes. Il se vend des capsules d'huile d'origan, entre autres, pour des gens qui commencent à avoir le rhume ou la grippe et c'est un antiseptique très fort. Il ne faut pas en prendre trop. Le romarin, ça aussi, c'est une plante assez intéressante, famille des Lamiaceae. Ça ressemble étrangement à un arbuste, je vous dirais, ça ressemble quasiment à un conifère. Donc, petit arbuste appréciant les climats chauds et secs. Les feuilles sont sessiles, donc il n'y a pas de pétiole. C'est une plante vivace, mais malheureusement non rustique au Québec. Il n'y a rien qui vous empêche, par exemple, si vous avez du romarin dans votre jardin, en pot, ou encore même dans une plate-bande, de le mettre en pot à l'automne et de le rentrer à la maison, de l'entretenir pendant l'hiver dans un endroit qui est bien ensoleillé, sur le bord d'une fenêtre, et de le ressortir le printemps suivant. Donc, odeur de camphre et de conifère, c'est effectivement très piquant comme odeur. Le romarin peut être mis en pot l'automne et entrer à l'intérieur, comme je l'ai dit. Très bon sur les pommes de terre, entre autres. Les pommes de terre au romarin, c'est génial. Et la sauge, encore une fois, famille des Lamiaceae. La famille des Lamiaceae, à part le basilic, comme je disais tantôt, souvent des plantes qui aiment un petit peu de misère. Donc, certaines variétés sont plus ornementales. De façon générale, celles à feuillage panaché sont moins rustiques, poussent un petit peu moins. On doit la pincer régulièrement. La sauge n'a pas un très beau port naturellement. C'est une plante qui est un petit peu large, un petit peu comme une grande mince. Là. Mais quand la pinçant, elle va être un petit peu plus robuste, un petit peu plus étalée. Séchée, elle conserve une bonne partie de son arôme. Elle a des propriétés médicinales. Donc, j'ai mis le dicton provençal qui a de la sauge dans son jardin, il n'a pas besoin de médecin. Puis elle est parfaite aussi pour éloigner les mauvais esprits. Il y en a qui vont faire ça, de la sauge blanche en paquet, brûlée, et ils vont circuler dans la maison avec la fumée de sauge. Ça éloigne les mauvais esprits et les mauvaises énergies, paraît-il. Le thym, encore une fois, famille des Lamiaceae, un peu comme le romarin, c'est une plante qui aime avoir un petit peu de conditions difficiles, qui aime avoir un petit peu de défis, des sols secs. Donc, le thym est une plante à croissance lente ayant une forme buissonnante. Encore une fois, aime les sols secs et pauvres. Elle aussi possède des propriétés médicinales, antiseptiques, entre autres, contre le toux et la grippe. Quand on commence un rhume, la même chose. On pourrait prendre très bien des capsules d'origan, d'huile d'origan. On peut aussi faire des tisanes de thym. Donc, c'est une plante médicinale intéressante contre la toux et la grippe. Plus d'une variété de thym. Le thym français, le thym anglais, le thym citronné et autres. Ça aussi, très populaire, très connu. Je dirais que dans les potagers, ce qui est le plus cultivé dans les fines herbes, j'ai parlé du basilic tantôt. Numéro 2, c'est probablement la ciboulette. Bonne bête, facile à cultiver, ça se divise facilement. Donc ça c'est très intéressant comme herbe aromatique. Quelqu'un qui veut s'initier aux fines herbes, moi je dirais de commencer avec la ciboulette. Donc culture facile, se multiplie rapidement, aime les sols humides mais sans excès. Elle est vivace en plus, fait qu'elle revient d'une année à l'autre, puis elle va juste prendre du volume d'année en année. On peut la diviser au printemps ou à l'automne tous les 3 ans. Préférable de la tailler fréquemment pour stimuler sa croissance. C'est utilisé comme répulsif au potager, un peu comme l'ail ou l'oignon. Ça fait fuir les pucerons. Ça fait fuir aussi la mouche de la carotte. Donc ça, c'est une fine herbe intéressante, comme je disais tantôt, pour les débutants. Et c'est tout pour les herbes aromatiques. Point suivant, les fleurs comestibles. Je présente les fleurs comestibles, mais je vous le dis d'avance, ce n'est pas des choses qui vont être demandées à l'examen, donc il n'y a pas d'exigence ministérielle pour les fleurs aromatiques. Mais si on parle de végétaux comestibles, on ne peut pas passer à côté de ça. Il y a bien sûr des légumes, il y a les fines herbes, il y a les plantes fruitières qu'on va voir un peu plus tard. Mais les fleurs aromatiques, c'est quelque chose qui est de plus en plus populaire. Donc avec la mode qu'on voit depuis quelques années, là, très axée sur la cuisine, faire des plats originaux avec des belles présentations, ben, les fleurs comestibles vont tout à fait dans ce sens-là. Donc il y a vraiment un regain de popularité pour les fleurs comestibles. On ne vient pas d'inventer ça, les fleurs comestibles, ça existe depuis des siècles, c'est utilisé depuis longtemps par les humains, mais il y a une espèce de recrudescence de l'utilisation des fleurs comestibles. Donc, introduction, manger les fleurs, ça remonte à l'époque de la Grèce antique, comme je l'ai dit tantôt, souvent utilisé comme garniture, donc c'est pas tant pour le goût ou l'aspect nutritif qu'on utilise les fleurs comestibles, c'est beaucoup plus pour améliorer l'apparence d'un plat. Certaines fleurs sont toxiques, il faut faire attention, on ne mange pas n'importe quoi. Et grande variabilité, comme je disais tantôt, pour rehausser le goût ou l'apparence d'un plat. Donc, on le voit juste par les couleurs, ça fait des présentations qui sont géniales. Le jaune ici, vous pouvez les revoir de toute façon, les PowerPoint sont en annexe, mais ça vaut la peine de jeter un coup d'œil ici sur les popsicles avec des fleurs de violet, bleu et mauve à l'intérieur. Ça a l'air vraiment délicieux. Les conseils, attendre au moins 1 mois avant de cueillir des fleurs sur des plants que vous avez achetés au centre de jardin.
Parce qu'au centre jardin, les fleurs comestibles ne sont pas cultivées pour être consommées, elles sont cultivées souvent pour être mises dans des plates-bandes. Donc les pesticides qu'ils peuvent appliquer sur ces plants-là, ce n'est pas nécessairement des choses qui sont approuvées pour l'alimentation humaine. Donc si vous achetez des plants que vous souhaitez utiliser pour faire des fleurs comestibles, bien, attendez au moins 1 mois avant de cueillir et de consommer. Évitez si vous avez des allergies au pollen. Laver et sécher juste avant l'utilisation. On ne les lave pas avant de les mettre dans le frigo, on les lave juste avant de les consommer. On ne récolte normalement que les pétales. On consomme le jour de la récolte, comme je l'ai dit. Et on ajoute une fois que le plat est préparé. On ne met pas des fleurs comestibles dans quelque chose qui est en train de cuire, parce que là, ça va faire de la bouette, ce ne sera pas très beau. Donc, on finit de cuire notre plat, on le met dans l'assiette et au moment de le servir, on dépose quelques fleurs comestibles dessus pour améliorer l'apparence du plat. Donc, conservation, ne pas laver pour conservation, je l'ai déjà dit. Au frigo, dans un sac avec papier humide, comme pour les fines herbes dont on a parlé tantôt. Si c'est flétri, on peut les mettre dans l'eau froide et elles vont reprendre un petit peu de turgescence. Certaines peuvent être séchées au four, c'est écrit dans les notes. On peut conserver les parties séchées dans un contenant aussi. On peut aussi les sécher tête en bas, un petit peu comme les fines herbes tantôt. Donc, les sécher par gerbe tête en bas si on veut faire des herbes aromatiques séchées pour mettre dans des vinaigres ou des huiles, par exemple. Et on peut fabriquer, je viens de le dire, des vinaigres ou des huiles à partir de celles-ci. Donc, les principales fleurs comestibles, encore une fois, ce n'est pas à prendre par cœur, mais c'est intéressant de les voir. Vous allez les voir aussi dans votre cahier. Donc, fleurs comestibles annuelles, le Bégonia semperflorens. Donc, pétales et feuilles sont comestibles. La capucine, Tropaiolum majus, donc très populaire comme plante, intéressante au potager aussi comme plante piège pour les pucerons. Donc on fait d'une pierre deux coups dans le fond avec cette plante-là. Feuilles, fleurs, boutons et graines sont comestibles. Le goût, ben c'est pas tout le monde qui aime ça, là. On dit que ça a un goût de cresson. Personnellement, je trouve que ça goûte la moutarde. C'est assez intense, mais bon, il y a des gens qui aiment ça. Fuchsia, goût légèrement acidulé. Donc encore une fois, on mange les pétales. Les impatientes valériana, on peut manger les jeunes feuilles et les fleurs. Ça aussi, on peut mettre ça dans des glaçons, ça peut faire très beau. Les pensées, la même chose aussi, dans des glaçons, comme je disais tantôt. Donc, pétales peuvent être séchés ou congelés. Les soucis, Calendula officinalis, les pétales peuvent être séchés ou congelés. On peut manger les jeunes feuilles et les boutons floraux. La tagette. Donc, il y a différents types de tagettes, entre autres celle-ci qui a un goût plus citronné. Le tournesol, Ailanthus annuus. Le goût est un petit peu amer pour les pétales, mais les boutons floraux peuvent se manger cuits. Donc ça, c'est pas mal pour les fleurs comestibles annuelles. Maintenant, les fleurs comestibles vivaces. Le chrysanthème, Chrysanthemum morifolium. Donc, feuilles et fleurs comestibles, blanchir les pétales avant usage. Les petits détails, vous allez avoir ça dans votre cahier. Les hémérocales, ça aussi, c'est très populaire comme plante. Le Stella d'Oro, entre autres, mais il y a plusieurs variétés d'hémérocales. C'est des bonnes bêtes, ça aussi, de façon générale, dans les plates-bandes, mais on peut aussi manger les fleurs, donc c'est intéressant. On peut manger les pétales. Donc, les fleurs pâles auraient meilleur goût. Il y a des allergies possibles, par exemple, il faut faire attention avec les hémérocales. Les hostas, donc quand ça commence à sortir, les boutons floraux sont comestibles. Ça, c'est vraiment une plante intéressante. C'est une de mes préférées d'ailleurs dans les vivaces, la monarde. On en a ici à la maison. Donc, Monarda didima. On peut manger les feuilles. On peut les mettre aussi, faire de la tisane avec les feuilles. C'est très bon. Les fleurs sont délicieuses. Juste la partie rouge ici, le pétale. Donc, goût sucré. Il y a, dans les feuilles de monarde, il y a plein de goûts en même temps, un petit peu comme le basilic. C'est vraiment un beau mélange. Très intéressant comme plante ornementale et comestible. Les œillets de poète. Les pétales peuvent être séchés ou congelés, donc un peu comme je disais tantôt pour les pétales de violon, on peut les mettre dans des glaçons, ça fait très beau. Arôme de muscade. Le phlox, donc croissant, consistance croquante, goût légèrement épicé, j'ai jamais goûté personnellement. Le pissenlit, c'est une mauvaise herbe, mais en même temps c'est comestible, donc on peut manger les jeunes feuilles et les boutons floraux. À ne pas manger la tige, évidemment, il y a une espèce de latex blanc qui est toxique. Et le viola, on a vu aussi dans les annuelles tantôt, mais ça c'est le viola vivace. Donc là aussi, les feuilles sont comestibles. C'est pas mal tout pour les herbes aromatiques et les fleurs comestibles.